que personnellement, j'ai combattu Kabila, tout comme des millions de Congolais, non pas pour que Kabila revienne au sommet de l'État. Reconnaître les Banyamulenge comme étant des Congolais sans les faire passer par une procédure de naturalisation individuelle, c'est cracher sur la mémoire des millions de non-martyrs qui ont été massacrés par Paul Kagame et par les Rwandais qui se font appeler des Banyamulenge. Au cas où le chef de l'État persistait dans sa volonté de vouloir reconnaître la nationalité congolaise aux criminels rwandais qui se font appeler les Banyamulenge, nous appliquerons la jurisprudence en rapport avec ce qui se passe en France, où il doit se conformer à l'action urgente qui a été adressée à Mme Janine Mabunda et à M. Jean-Marc Kabound, sans quoi le peuple congolais se chargera d'eux. Soi-disant député étant illégitime, je demande autant que le peuple congolais de mettre, je leur demande autant que le peuple congolais de mettre volontairement fin à leur présence à l'hémicycle sous peine d'être chassés par les souverains primaires qui ne reconnaissent avoir voté aucun d'entre eux. Si le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'est pas capable d'éloigner définitivement du pouvoir Joseph Kabila, les habitants de Tchango, associés aux milliers de Congolais, mais surtout ceux de Tchango, où Kabila est venu trouver refuge à Kingakati, les fera incessamment sous mon injonction, car nous ne sommes plus autant de 1 plus 4. Au jour d'un patriote. Merci. Rejeter les affirmations selon lesquelles les Rwandais qui se font appeler les Banyamulenge seraient des Congolais et ne s'obtiennent ni par les armes ni par la force. Il est inacceptable que les Rwandais à qui nous avions accordé l'asile dans notre pays vers les années 50, associés à ceux qui sont venus quelques années plus tard, occuper nos terres, en ayant massacré nos compatriotes par plusieurs millions et en ayant pillé pendant plusieurs années nos ressources nationales, puissent revendiquer par la force et obtenir la reconnaissance de la nationalité congolaise. L'émotion est tellement grande au sein de la société congolaise à la suite de l'annonce faite depuis Londres à ce sujet par le président de la République. Nous aimerions rappeler au chef de l'État la pertinence de son serment du 24 janvier 2019, prêté solennellement devant Dieu et le peuple congolais, au respect duquel il est tenu d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir l'indépendance et l'intégrité du territoire et de sauvegarder l'unité nationale. Pour votre connaissance, mesdames et messieurs, l'article 22 de la loi numéro 024 plutôt, barre 024 du 12 novembre 2004, relative à la nationalité congolaise, prévoit ce qui suit, je cite: la nationalité congolaise par acquisition est soumise aux conditions ci-après. 1. Être majeur. 2. Introduire expressément une déclaration individuelle. 3. Déposer une déclaration d'engagement par écrit de rénonciation à toute autre nationalité. 4. Savoir parler une des langues congolaises. 5. Être
de bonne vie mœurs. 6. Avoir à la date de la demande une résidence permanente en RDC depuis 7 ans. 7. Ne s'être jamais livré au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité des Congolais ou préjudiciables aux intérêts de la République démocratique du Congo. 8. N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation définitive par les juridictions nationales ou étrangères pour l'une des infractions ci-après. Haute trahison, atteinte à la sûreté de l'État, crime de guerre, crime de génocide, crime contre l'humanité, crime d'agression, crime de terrorisme, assassinat, meurtre, viol, vol, viol des mineurs et pédophilie, crime économique, blanchissement des capitaux, contrefaçon, fraude fiscale, fraude douanière, corruption, trafic d'armes, trafic de drogue. Fin des citations. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, j'aimerais porter la connaissance que CP avant et pendant la Première République, notamment en 1959 et entre 1960 et 1965, que le Congo avait été confronté à un exode massif et répétitif de populations tutsi rwandaises fuyant leur pays suite à la révolution sociale Hutu de 1959, puis à celle qui s'en était suivie en 1962 et 1963. C'est durant ces différentes périodes que chez nous en RD Congo, la première loi sur la nationalité congolaise fut promulguée. Cette loi, édictée en 1964 par la Constitution de Luabo, stipulait ce qui suit, je cite, est congolais. Au terme de l'article 6 de la Constitution, à la date du 30 juin, toute personne dont un des ascendants est ou a été membre d'une tribu établie sur le territoire de la RDC dans ses limites du 18 octobre 1908 et telle que modifiée par les conventions ultérieures. À l'instar du décret du 27 décembre 1892, cette loi n'attribue à aucun émigrant rwandophone la nationalité congolaise. En 1962, le Rwanda devint indépendant et promulgua sa propre loi sur la nationalité rwandaise qui stipulait ce qui suit. Je cite. Est rwandais tout individu né d'un père rwandais ou dont la possession d'État rwandais est établie. Fin des citations. Fondée sur les droits du sang, cette loi rwandaise attribua de manière tacite la nationalité congolaise à tous les ressortissants du Rwanda, y compris aux émigrés rwandophones installés depuis un certain temps sur le sol congolais, ainsi que tous ceux qui étaient reconnus comme étant des réfugiés dans notre pays. Depuis la dite promulgation, de la dite loi, aucun émigrant qui avait trouvé refuge dans notre pays n'a à ce jour protesté ni renoncé à la nationalité rwandaise. De plus, les statuts de réfugiés accordés aux exilés tutsis installés au Congo, ceux qui se feront plus tard appeler les Banyamulenge, durant cette période fut confirmée par une note du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies qui recommanda à ces derniers de ne pas s'impliquer dans aucune activité politique que ce soit sur les territoires congolais. Par contre,
Notre constitution du 18 février 2006 étant claire à ce sujet, la question de la nationalité congolaise est réclamée par les Rwandais qui se font appeler Banyamulenge ne peuvent appeler à aucune concession. Elle est sans appel et les soi-disant Banyamulenge sont et restent des Rwandais et non des Congolais. L'article 10 de notre Constitution précise en effet ce qui suit, je cite, la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre nationalité. La nationalité congolaise est soit d'origine ou soit d'acquisition individuelle. Fin de citation. Mesdames et messieurs, au cas où le chef de l'État persistait dans sa volonté de vouloir reconnaître la nationalité congolaise aux criminels rwandais qui se font appeler les Banyamulenge, nous appliquerons la jurisprudence en rapport avec ce qui se passe en France ou dans d'autres pays à travers le monde, notamment en procédant à la déchéance collective de la nationalité accordée, afin qu'aucun Rwandais ne puisse prétendre détenir la nationalité congolaise abusivement en faisant usage de méthodes musclées, notamment après avoir commis des massacres sur notre sol, en ayant procédé à la transplantation de la population rwandaise en RD Congo et en ayant pillé nos richesses nationales. En France, figurez-vous, la nationalité, y compris les conditions dans lesquelles une personne étrangère née ou naturalisée française qui détient une autre nationalité d'origine peut être déchue de la nationalité française lorsqu'elle est condamnée pour un crime constituant une atteinte à la vie de la nation française. De ce fait, reconnaître les Banyamulenge comme étant des Congolais sans les faire passer par une procédure de naturalisation individuelle, c'est cracher sur la mémoire des millions de nos martyrs qui ont été massacrés par Paul Kagame et par les Rwandais qui se font appeler des Banyamulenge. Reconnaître les soi-disant Banyamulenge comme étant des Congolais sans les faire passer par une procédure de naturalisation individuelle, c'est trahir nos forces armées qui se battent pour recouvrer notre terre et notre souveraineté. Reconnaître les soi-disant Banyamulenge comme étant des Congolais sans le faire passer par une procédure de naturalisation individuelle est ce marché, voulais-je dire, sur les cadavres des éléments de nos forces armées tombés sur les champs d'honneur. En définitive, il y a incompatibilité entre l'article 7 de la Constitution rwandaise et l'article 10 de la Constitution de la RD Congo au sujet de la détention de la nationalité de l'une ou de l'autre. En effet, l'article 10 de notre Constitution stipule que, je cite, la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre. Tandis que l'article 7 de la Constitution rwandaise prévoit, sur le même chapitre, ce qui suit, je cite, toute personne a droit à la nationalité. La double nationalité est permise. La nationalité d'origine du Rwanda ne peut être retirée. Les personnes d'origine rwandaise et leurs ascendants ont le droit d'acquérir la nationalité congolaise s'ils le demandent. Les Rwandais ou leurs descendants qui, entre 1959 et le 31 décembre
1994 ont perdu la nationalité rwandaise et suivi de l'acquisition de la nationalité étrangère sont directement réintégrés dans la nationalité rwandaise s'ils reviennent au Rwanda. Fin de citation. Ce qui sous-entend, mesdames et messieurs, qu'un Rwandais ne peut jamais perdre sa nationalité d'origine. Et c'est ici le cas pour les Banyamulenge qui sont avant tout des Rwandais ayant indiscutablement droit à leur nationalité indissociable. Partant. Pourquoi dire alors que les Banyamulenge sont des citoyens congolais dès lors qu'ils détiennent toujours la nationalité rwandaise, sachant que la nationalité congolaise est une et exclusive. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, dire et continuer à dire et continuer à affirmer toujours et toujours que l'heure est grave ne suffit plus. Il nous faudrait plutôt agir et agir impérativement, agir avec gravité, courage et détermination pour sauver le Congo en péril, car la vie d'une nation, contrairement à celle d'un homme, comporte des phases. La vie d'une nation, disais-je, contrairement à celle de l'homme, comporte deux phases importantes, à savoir, la première phase, c'est la naissance. La deuxième, c'est la croissance. Pour l'homme, il y en a trois, il y a aussi le décès, ce qu'on peut envisager pour un pays. Dans du roi belge Léopold II, cédé à la Belgique en 1908, la RD Congo accédant à la souveraineté nationale le 30 juin 1960. Cette date qui est connue de tous citoyens congolais marque la naissance officielle de notre pays. La deuxième phase est celle de la croissance qui n'a jamais pris l'envol depuis 1960 parce que les différents régimes qui se sont succédés au pouvoir dans notre pays ont sans cesse tiré la RD Congo vers le bas, lui imposant une marche à reculons, privilégiant les intérêts personnels et sacrifiant d'année en année les peuples congolais et les pays tout entiers. 1960 à 1965, 1965 à 1997, 1997 à 2008 sont les différentes étapes catastrophiques qui ont précédé l'arrivée au pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, empêtré malheureusement dans une coalition triangulaire avec l'INC, mais aussi avec les FCC, qui fait des chefs de l'État l'otage personnel de Joseph Kabila Kabange. Celui-là même qui a vendu aux enchères la RD Congo à Paul Kagame, le Hitler du 3e millénaire, connu pour sa cruauté. Conséquence, notre pays va à la dérive et risque de sombrer au cas où nous tarderons à réaliser les dangers et à nous ressaisir aussitôt. Merci. Depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau chef de l'État, aucune des institutions de la République n'est capable d'accomplir correctement sa tâche régalienne. Ce comportement porte gravement atteinte à l'organisation du pouvoir dans notre pays, de laquelle émergent 4 institutions de la République, à savoir le président de la République, le Parlement, le gouvernement, les cours et tribunaux. 4 institutions qui font partie de ce que je viens de vous dire.
L'une après l'autre, chacune de ces 4 institutions de la République sont toutes tombées dans la déchéance morale, intellectuelle et déontologique. Le président de la République, comme institution et comme personne, peine à exercer pleinement ses responsabilités régaliennes, laissant penser que la passation du pouvoir qui est liée le 24 janvier 2019 entre l'ancien et le nouveau président de la République n'était en réalité qu'un remaniement opéré par Joseph Kabila pour prolonger le règne AFDER. Joseph Kabila contrôle tout depuis Kingakati, notamment les institutions centrales et provinciales entre autres. Il exige du Premier ministre une obéissance absolue et à tous les ministres du gouvernement central et provincial une allégeance sans faille, une solidarité soutenue et une soumission absolue. Et tient en laisse chaque ministre du gouvernement central moyennant une lettre de démission qu'il aurait fait signer par anticipation à ce dernier en guise de garantie à leur loyauté forcée, à défaut desquelles celle-ci sera publiée sans aucune forme de procès et entraînera la démission. Il instruit en permanence et donne des injonctions au président des 2 chambres des représentants et au président de la Cour constitutionnelle, entre autres. C'est ce qui a fait dire au chef de l'État à Londres, je cite, qu'on poussait certains ministres à saper ma politique. Ça, c'est le chef de l'État qui le disait. Fin de citation. Joseph Kabila incite le Premier ministre à avoir des rapports tumultueux avec le président de la République qui prévoit pourtant que, je cite, le gouvernement définit en concertation avec le président de la République la politique de la nation et assume la responsabilité. Vous trouverez ça dans l'article 91 de notre Constitution. Mesdames et messieurs, chers compatriotes congolais, dans ces conditions, rien ne prouve que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, détienne l'effectivité du pouvoir. Et tous, nous nous posons la question de savoir si c'est lui qui est réellement aux commandes de la RD Congo. Le chef de l'État à qui on a fait commettre une erreur grave de vouloir partager la gestion du Congo entre les FCC et les CACH doit comprendre que personnellement, j'ai combattu Kabila tout comme des millions de Congolais, non pas pour que Kabila revienne au sommet de l'État, non pas pour que Kabila récupère par la main droite l'effectivité du pouvoir qu'il a cédé constitutionnellement à Tshisekedi par la main gauche. Mais c'était pour que Kabila disparaisse complètement du pouvoir et de la scène politique qu'il en est même le plus de la Kabila. Ça fait plaisir d'entendre cela parce que c'est là le motif principal de notre lutte. Je vais reprendre. Les chefs de l'État à qui on a fait commettre une erreur grave de vouloir partager la gestion du Congo entre le FCC et les CACH doivent comprendre que personnellement, j'ai combattu Kabila, tout comme des millions de Congolais, non pas pour que Kabila revienne au sommet de l'État, non pas pour que Kabila récupère par la main droite l'effectivité du pouvoir qu'il a cédé aux politiques, et il est de même pour tout ce qui est majeur de la Kabylie. Les militants de son propre parti politique, l'IDPS, auquel j'avais appartenu, de sacrifier l'ensemble du peuple congolais acquis au changement, je n'hésiterai pas à prendre toutes les dispositions qui s'imposent afin de rétablir le peuple congolais dans ses droits. Si le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'est pas capable d'éloigner définitivement du pouvoir Joseph Kabila, les habitants de Tchango
associé aux milliers de Congolais, mais surtout c'est de Tchangou, où Kabila est venu